Je vais vous parler de la cohorte Compare pour Communauté de passion pour la recherche. Alors c'est à la fois une espèce d'utopie pragmatique et une prophétie dont j'espère qu'elle sera autoréalisatrice. Alors comme Pierre-Henri Jarreau, je suis incapable de parler sans diapositive, donc j'ai fait plein de diapositives. Donc actuellement, ce qui se passe quand on fait de la recherche clinique, c'est qu'on écrit un projet de recherche, on trouve un financement, on obtient des autorisations réglementaires, on recrute des patients, on collecte des données, on analyse ces données, et tout ça, ça prend du temps. Et nos collègues anglais, les meilleurs, ceux du National Institute of Health Research, décrivent qu'il faut 10 ans entre une idée de recherche et la publication. Et notre problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'accélération du temps, il est extrêmement difficile de faire attendre 10 ans aux gens entre une idée et une publication. Et quand on regarde un peu ce que pensent les Américains, et ici c'est un article fait par Francis Collins, qui est encore pour l'instant le directeur du NIH américain, il n'a pas encore été viré par Trump, eh bien, il pense que l'approche qu'on utilise dans la recherche clinique, et ce qu'il décrit comme une approche one-off, où on va construire une infrastructure de recherche pour répondre à une question de recherche et puis la détruire à la fin quand on a répondu à cette question, eh bien, eux, les Américains, n'ont plus les moyens de le faire. Et moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer si les Américains ne peuvent plus le faire, comment nous, on pourrait continuer à le faire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de s'adapter à l'évolution nécessaire de la recherche. Alors s'adapter, ça veut dire quoi? Probablement tirer avantage de nouvelles technologies. Il y a beaucoup de nouvelles technologies et je pense qu'on peut les utiliser pour faire de la meilleure recherche à moindre coût. Il faut aussi qu'on change probablement les questions de recherche telles qu'on les pose et qu'on aborde les problèmes des malades qui sont non abordés par les recherches classiques. Par exemple, ça a été très bien dit par Nizar, il y a des problèmes sur la transition enfant-adulte qui n'ont jamais été vraiment très bien abordés dans le domaine de la recherche. Il faut qu'on implique plus largement les patients et ça s'inscrit plus largement dans le cas de la Patient Revolution qui touche l'ensemble de la médecine. Et les impliquer, ça veut dire les impliquer non seulement dans la réalisation de la recherche, mais aussi dans la conception de la recherche. Et enfin, dans les temps difficiles au plan financier, il faut qu'on maximise l'argent investi dans la recherche et qu'on ait le meilleur niveau de recherche possible pour l'argent qu'on y dépense. Et tout ça, ça nécessite de repenser la recherche clinique. Et une des solutions pour réaliser de la recherche clinique un peu différemment, c'est l'e-épidémiologie. Donc l'e-épidémiologie, c'est simplement utiliser largement Internet pour faire de la recherche. Alors ça a des avantages. Un, ça permet de réduire de manière drastique les coûts. Et surtout, dans l'e-épidémiologie, le coût incrémental d'un patient supplémentaire est très faible. Donc que vous fassiez de l'e-épidémiologie pour 1000 malades ou pour 10 000 malades ou pour 100 000 malades, eh bien, il n'y a pas un facteur de multiplication aussi important que le nombre des malades. Donc, vous pouvez avoir des grandes cohortes ou des très grandes cohortes de malades pour un prix qui reste raisonnable. Deux, c'est un coût inférieur à la recherche clinique classique et à l'épidémiologie de manière classique. Et probablement le facteur, il est au moins de 10, peut-être de 100 entre l'épidémiologie ou la recherche clinique classique et ce qu'on peut faire avec de l'e-épidémiologie. Ça permet aussi d'avoir des accès facilités à des échantillons très importants de patients. Et il a été montré par certains de mes collègues, et en particulier par Serge Herberg, dans une e-cohorte très connue qui s'appelle Nutrinet, qui s'intéresse aux liens entre alimentation et santé, que les malades qui s'inscrivaient dans Nutrinet n'étaient pas moins représentatifs que les malades qu'on a dans toutes les autres cohortes. Ils étaient même probablement plus représentatifs, en tout cas pour les caractéristiques socio-économiques en particulier. Et enfin, ça a de gros avantages parce que ça permet de s'adapter en permanence et de modifier en permanence notre recueil des données au fur et à mesure qu'on change nos questions de recherche. Enfin, ça a des avantages pour moi. En tant que chercheur, ça me simplifie les modalités de recrutement et les processus de traitement des données. Donc, l'objectif général de Compare, Communauté de patients pour la recherche, c'est de créer une très large e-cohorte de malades chroniques. On a des idées extrêmement ambitieuses, 200 000 participants, et une e-cohorte de gens qui soient volontaires pour finalement accepter de donner du temps pour la recherche. On ne leur demande pas de donner de l'argent, on leur demande de passer du temps à remplir des questionnaires. Donc finalement, ça
fait partie d'une vision plus large du crowd-acting. Les gens vont aider à la recherche en donnant du temps, en remplissant des questionnaires. Donc, cette cohorte permettrait, qui finalement est plus qu'une cohorte, c'est une plateforme de recherche, permettrait de répondre à de multiples questions scientifiques, qui soient soit des questions sur les maladies chroniques en général, soit des questions sur certaines maladies chroniques en particulier certaines maladies chroniques extrêmement fréquentes, et puis des questions sur la multimorbidité, c'est-à-dire pour les gens qui ont plusieurs maladies chroniques. J'en reparlerai ultérieurement, mais beaucoup de la recherche est faite sur les maladies chroniques une par une, et la réalité des malades chroniques, c'est qu'ils n'ont pas une maladie chronique en général, mais plusieurs maladies chroniques. Et enfin, c'est une plateforme qui permettrait de réaliser des essais d'intervention et de faciliter des recherches qui soient faites en dehors de cette cohorte. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Eh bien, c'est de recueillir beaucoup de données via des questionnaires en ligne qui seront remplis par les malades, des données sur leur maladie, sur le retentissement de leur maladie, sur ce qu'on appelle, nous, les Patient Reported Outcomes et les Patient Reported Experience Measurement, c'est-à-dire leur expérience vis-à-vis des soins, vis-à-vis du système de santé, les traitements qu'ils reçoivent, le fardeau du traitement, c'est-à-dire, on parle beaucoup du fardeau de la maladie, mais il y a aussi un fardeau qui est lié au traitement qu'ils reçoivent, et plus généralement, ce qu'on a appelé le personnome. Personnome défini comme l'ensemble des éléments de vie d'un individu, facteurs psychologiques, facteurs sociaux, culturels, comportementaux, économiques, qui vont influencer la survenue des maladies, leur phénotype et la réponse au traitement. Et ce qu'on veut faire, c'est avoir ces données et enrichir ces données avec d'autres données, d'autres sources de données. Donc ces autres sources de données, ce qu'on veut faire, c'est progressivement lier ces données avec les données collectées en routine pour les soins, et les entrepôts de données de l'assistance publique sont remplis de données qui sont recueillies dans le domaine du soin, les dossiers médicaux, les traitements, les bases de données radiologiques, etc. Et puis on veut lier aussi ces données avec les bases de données de l'assurance maladie, par exemple les données du STIRAM, qui donnent toutes les données sur les prescriptions que se sont fait rembourser les malades, ou bien les données sur le PMSI, c'est-à-dire tous les actes d'hospitalisation. On veut également se servir des objets connectés des patients qui peuvent donner également de très nombreuses informations. Donc si on a une telle cohorte, on pourra répondre à de multiples questions de recherche. On pourra par exemple évaluer le ressenti des malades sur leur maladie, sur les soins qui leur sont donnés, leurs croyances, leurs attentes, l'impact des modalités de suivi ou de prise en charge, les parcours et trajectoires de soins. On pourra développer des critères de jugement rapportés par les malades. On pourra développer des scores ou algorithmes de prédiction sur la gravité d'une maladie ou la probabilité de réponse à un traitement. Et puis on pourra également évaluer des interventions, probablement plutôt des interventions non pharmacologiques, par exemple l'évaluation de l'impact d'une application destinée à modifier un comportement, par exemple l'augmentation d'activité physique ou je ne sais quoi d'autre, et puis des actions sur l'éducation des malades chroniques, par exemple. Donc, ça nous permettra de répondre à des questions de recherche qui seront un peu différentes des autres études. Par exemple, des questions utilisant des données subjectives rapportées par les malades, des questions plus proches des questions que se posent les patients, des questions complémentaires de celles auxquelles on tente de répondre par les autres études, et des questions parfois qu'il est plus facile d'aborder par des questionnaires en ligne que lors de consultations ou de recherches en face-face. Je pense par exemple à des questions sur la sexualité des diabétiques, qui est un élément extrêmement important et qu'il est extrêmement difficile d'aborder lors des consultations. Ça permettra aussi de répondre à des questions sur la multimorbidité. Alors désolé pour cette diapo en anglais, mais le seul chiffre qu'il faut regarder, c'est celui-là, 17,6%. C'est des chiffres des données anglaises. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parmi les malades qui ont un diabète, seuls 17% n'ont qu'un diabète. Plus de 80% ont au moins une autre pathologie chronique. Et c'est ça ce qu'on appelle la multimorbidité. Et on voit que c'est vrai pour toutes les pathologies chroniques. Donc en fait, la plupart du temps, on travaille sur les maladies, maladie par maladie, mais la réalité des malades, c'est qu'ils ont plusieurs maladies chroniques simultanément. Et ça, c'est extrêmement rarement étudié. Et donc, un des objectifs principaux de cette cohorte, c'est aussi d'utiliser cette cohorte pour étudier la multimorbidité.
L'idée également, c'est d'évaluer des interventions et on prévoit de faire des études interventionnelles nichées dans cette cohorte compare. Donc, comme je vous l'ai dit, pour des interventions non pharmacologiques, et c'est aussi quelque chose qui permet très facilement d'identifier des malades qui pourraient être inclus dans d'autres études à l'extérieur de compare. Donc, comme je vous l'ai dit, ça permettrait potentiellement de faire avancer d'autres recherches sur les maladies chroniques, et on prévoit de pouvoir solliciter les malades pour participer à des recherches en dehors de compare, qu'il s'agisse de recherche clinique, qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche en sciences sociales, ou qu'il s'agisse de développement d'outils de mesure. Un exemple qui est tiré finalement de ce qui se passe aux États-Unis avec un site qui s'appelle l'Armée des femmes, Army of Women, et qui est dédié au cancer du sein, et qui montre par exemple qu'ils sont capables de recruter en 48 heures 10 000 frères ou sœurs d'une femme ayant un cancer du sein pour faire une étude génétique spécifique. Donc l'idée, c'est vraiment de reproduire ce modèle qui marche très bien sur cette maladie aux États-Unis. Alors, développer compare, ça implique de changer de modèle de recherche. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de passer d'une myriade d'études indépendantes, de taille modeste, nécessitant un financement et recueillant des données spécifiques qui ne seront utilisées qu'une fois, à un modèle de recherche collaborative où des informations de sources diverses provenant du malade, provenant de ses proches pour certaines maladies, par exemple la maladie d'Alzheimer, provenant de bases de données médico-administratives, collectées en routine pour les soins, seront combinées, organisées, partagées pour répondre à de multiples questions de recherche différentes. Et compare a pour ambition d'innover en développant ce nouveau modèle. Changer de modèle, c'est aussi impliquer les malades à tous les stades de la recherche sur leur maladie. Et donc, on prévoit dans compare d'avoir des malades qui vont participer à la gouvernance globale du projet, à la conception scientifique des projets menés dans compare, donc ils vont être impliqués directement dans le choix des questions de recherche, dans le choix des données recueillies. Ils vont participer à leur réalisation, valider les questionnaires et au recrutement des autres malades. Donc finalement, on a des patients qui vont donner du temps pour la recherche, soit simplement en remplissant des questionnaires, soit en s'impliquant plus activement. On a des patients qui vont devenir des ambassadeurs de compare pour convaincre d'autres malades de s'impliquer. Dans la première partie d'un test qu'on a fait, on a eu à peu près 3000 personnes qui ont accepté de se connecter, et la moitié d'entre eux ont dit « nous, on veut faire plus que simplement remplir des questionnaires. On a d'autres capacités, on sait faire des bandes dessinées, on est capable de faire de la communication, on sait faire de l'informatique. Comment on pourrait s'impliquer plus dans compare ?» Donc, avec ce type de communauté, de cohorte, les patients deviennent des acteurs incontournables de la recherche sur leur maladie et ne sont plus des simples sujets de recherche, et ils vont décider des recherches, influer sur les questions de recherche, participer aux études scientifiques qui les intéressent et finalement accélérer la recherche sur leur maladie. Alors, quand on dit impliquer les malades dans l'identification des questions de recherche, sur le papier, c'est extrêmement raisonnable, mais dans la pratique, c'est extrêmement compliqué d'impliquer massivement les malades dans l'identification des questions de recherche. Donc, une de nos modalités de réponse pour ça était un second projet qu'on a fait par nécessité, qu'on a appelé Inspire, et qui a pour idée qu'on va pouvoir, grâce à un site web, identifier un certain nombre de questions qui intéressent les patients et utiliser ces questions ensuite dans le développement de compare. Donc aujourd'hui, on est en train de développer ce site qui va identifier les thèmes et idées de recherche importants selon le point de vue des patients. Donc ça sera un site web extrêmement simple, permettant à tous les patients d'enregistrer leurs idées de recherche sur chaque maladie ou sur les maladies chroniques en général, avec des questionnaires ouverts et des techniques un peu plus sophistiquées de traitement probablement en partie automatique par Natural Language Processing, parce que si on a des grandes masses de données, ça devient difficile d'analyser l'ensemble manuellement. Et on fait ça en collaboration avec le Centre de sociologie de l'innovation des mines ParisTech. Donc on a commencé à tester ce site de manière très très réduite, avec une dizaine ou une quinzaine de malades à qui on a demandé de tester les questions qu'on leur posait, etc. Et les premières excellentes idées de recherche venant des patients sont extrêmement intéressantes. C'est-à-dire qu'avec 10 ou 15 patients,
on sort déjà des dizaines d'idées de recherche extrêmement intéressantes. Par exemple, un malade dit « Il faut mesurer la capacité à vivre comme monsieur ou madame tout le monde. Pour moi, un médicament fonctionne quand j'ai pu aller faire des courses comme tout le monde, quand j'ai pu regarder un film, suivre une conférence jusqu'au bout sans m'endormir. » Et finalement, c'est un nouveau critère de jugement qu'il nous propose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir nos critères de jugement habituels, il propose un critère de jugement qui soit capacité à vivre comme si je n'avais pas la maladie. Et on a déjà commencé à développer ce critère de jugement en utilisant les malades de compare et en essayant d'aller plus loin pour développer un nouveau critère de jugement. Comme on mesure la douleur, eh bien on veut développer un critère de jugement en ce sens. Un autre malade dit « Peut-on fournir aux patients qui ont plusieurs maladies un tableau lisible des interactions interdites entre familles de médicaments, etc. » Donc des choses extrêmement concrètes et qui, c'est vrai, n'existent pas aujourd'hui. Ou bien, peut-on imaginer un questionnaire ludique et simple d'approche, comme une application sur tablette qui permettrait aux patients de mentionner tous ces mots et problèmes de la vie courante et qui serait utilisé dans la relation avec le médecin. Donc on voit très facilement que beaucoup d'idées peuvent être dérivées de ce qui est rapporté par les patients directement sur ce site. Alors, pour changer de modèle, il faut aussi convaincre les chercheurs, ce qui n'est pas forcément le plus facile. Donc il faut à la fois convaincre certains de l'apport de cette nouvelle forme de recherche et tempérer les enthousiasmes parfois excessifs d'autres qui pensent que tout sera possible immédiatement. Voilà. Alors bien sûr, tout ce qu'on va faire dépend de la qualité et de la pertinence des données. Ça nécessite d'impliquer les malades, ce qui n'est pas forcément le plus facile pour les chercheurs. Et ça nécessite de penser collectivement en termes financiers, ce qui est aussi quelque chose qui est extrêmement difficile pour beaucoup de chercheurs. Changer de modèle, ça nécessite aussi d'inventer un modèle économique disruptif. Et notre difficulté aujourd'hui, c'est ça, c'est passer d'un financement par projet individuel à un financement partagé dans le cadre d'un très large projet collaboratif. Donc passer d'un modèle avec une source de financement unique dédiée à un projet spécifique à de multiples sources de financement contribuant à un projet commun. Et enfin, il faut bien sûr, dans ce type de cohorte, accepter la notion d'investissement et la non-rentabilité immédiate, parce que le rendement des cohortes, on sait très bien qu'il est exponentiel et qu'il augmente avec le temps, et que finalement, la plupart des grandes cohortes, c'est au bout de 4, 5 ans, 10 ans qu'elles permettent d'avoir énormément de données. Voilà. Et enfin, bien sûr, on va probablement lancer en grandeur nature compare au mois de mars, mais dès aujourd'hui, les gens peuvent nous rejoindre pour essayer de révolutionner la recherche sur les maladies chroniques. Je vous remercie.